espera, me encanta la vida. A gente me habla, sorrimo me espera, na MIB me espera, me encanta la vida. Oh na minha tirabamba, 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 Voilà, bonjour, salut à toutes et à tous. Nous sommes très contents de vous revoir dans le cadre de cette tranche matinale, votre émission dossier 10 jours aujourd'hui. Une fois de plus, reçoit le médecin-chef de la zone de santé de Matadi. Il s'agit du docteur Guette Makinou qui revient pour nous parler de ce dont on ne parle presque plus. Il s'agit du coronavirus. Vous avez tout suivi, il y a eu la deuxième phase de vaccination, la première phase de vaccination, la deuxième phase tarde encore. Nous nous posons la question, qu'est-ce qui se passe? Mais surtout, y a-t-il des réactions négatives par rapport à ceux qui ont déjà reçu la première phase et qui attendent la deuxième phase? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la maladie a refait surface? Ça sera donc évoqué dans notre émission. Mais là, il y aura également d'autres questions qui seront évoquées tout au long de notre émission. Une fois de plus, nous vous disons bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour. Comment la santé? Oui, je me porte bien. Voilà, je sais que vous avez été frappé par un cas de décès. Vous avez perdu l'un de vos agents. Mais c'est ça, là? Oui, effectivement, nous avons perdu un de nos agents, la personne de Papa Zola, qui était notre superviseur chargé de la santé, des activités de la santé de la reproduction. Et ça s'est bien passé, l'enterrement, tout ça? Oui. Je sais qu'avec les maigres moyens, dans la plupart des entreprises de l'État, parfois ça pose problème. Hein? Oui, ce n'était pas facile. Papa Zola qui est décédé, enfin j'ai appris la nouvelle au moment où je me trouvais à Kinshasa. J'étais obligé d'interrompre mon voyage pour venir coordonner un peu comment les choses allaient se passer pour que la zone enterre dignement ce digne fils qui a travaillé pendant 17 ans dans la zone de santé de Matadi. Et nous, dans certaines entreprises, nous apprenons quand quelqu'un meurt, il faut attendre qu'il y ait beaucoup de cas dans la morgue pour qu'on puisse enterrer au même moment. Il faut attendre que chacun puisse dire un mot. Et chez vous, ça se passe comment lorsque quelqu'un décède? Bon, en fait, chez nous, en santé, oui, lorsque quelqu'un décède ou meurt, c'est la structure qui doit enterrer son agent. En fait, c'est un peu ça. Ça se passe comme ça au niveau du secteur de la santé. Et comme je disais, donc c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Pourtant, vous avez pris de l'argent qui ont été récoltés par-ci par-là pour enterrer dignement cet agent. Oui, en fait, j'ai réfléchi lorsqu'on m'a appris sa nouvelle. Pendant que je me trouvais dans la ville-province de Kinshasa, j'ai réfléchi comment faire pour que nous arrivions à enterrer notre agent. Je me suis dit, étant donné que nos zones de santé, les bureaux centraux n'ont pas de frais de fonctionnement, qu'est-ce qui allait se passer? Comment allions-nous arriver à enterrer notre agent? C'est pour ça que j'ai réfléchi. J'ai ouvert un groupe WhatsApp intitulé Enterrons dignement Papa Zola. Et je pense que c'est là où les gens donnaient tant soit peu leur contribution. C'est de cette façon que nous sommes arrivés à enterrer notre agent. Est-ce que vous croyez que c'est une bonne manière? L'État ne peut vraiment pas prendre... Comment? En vous entendant, il s'agit d'une organisation purement ponctuelle. Hein? Bon, oui, purement ponctuelle. Je pense que c'est pour la première fois que j'ai eu cette idée. Et je pense que ça va également aider les autres zones ou les autres sociétés à s'organiser pour, lorsqu'il y a un cas de décès, c'est vrai, on ne le souhaite pas, mais que la structure soit en mesure d'enterrer son agent. Ce n'était pas vraiment facile, mais heureusement, Dieu aidant, nous avons pu récolter une somme qui nous a permis d'enterrer, de faire déplacer toute une délégation de la zone de santé de Matadi vers son village, à 10 km de Mbanzangungu. Donc je pense que c'est grâce à cela que ces différentes contributions qui nous ont permis Vous n'avez pas écrit au gouverneur pour demander de l'aide? Souvent c'est ce qui se passe dans nos entreprises. Hein? Bon, effectivement c'est ce qui se passe dans les entreprises. À vrai dire, nous n'avons pas saisi l'autorité provinciale. Parce que comme je vous disais, j'étais à Kinshasa et quand je suis retourné, même quand vous écrivez, mais il faut que l'administration, c'est pas du tic au tac. Hein. C'est pour ça que nous avons dit qu'il fallait quand même faire quelque chose. On s'est débrouillé avec les moyens de bord
avec nos maigres moyens, nos contributions, pour enterrer notre argent. Voilà, nous disons donc paix à l'âme de votre agent, Papa Zola. Voilà, amis téléspectateurs, vous avez compris aujourd'hui, Dr Guette revient pour nous parler de cette pandémie qui semble être un peu oubliée, parce qu'on n'en parle presque plus. Aujourd'hui, dossier du jour, en fait, je me rappelle son dossier. Où en sommes-nous avec le coronavirus? Oui, merci. Je pense avec la maladie à coronavirus, oui. Comme vous l'avez dit dans votre introduction, nous sommes dans l'attente de la deuxième phase de vaccination contre la Covid. Et comme vous le savez, il existe la seule arme efficace pour vaincre cette maladie reste la vaccination. Oui. Donc, raison pour laquelle nous attendons la deuxième phase pour que la population de la zone de santé de la province du Congo central en général et en particulier de la zone de santé de Matadi puisse bénéficier du vaccin contre la Covid. Bon, première phase, deuxième phase, expliquez-nous un peu la différence. Oui, en fait, la première phase, la province a organisé la première phase au mois d'avril. Oui. Au mois d'avril passé, si ma mémoire ne me trahit pas. Et en principe, la deuxième phase devrait intervenir dans les 6 à 8 semaines qui suivaient. Oui. Mais bon, jusque-là, je pense que c'est comme ça que la province se mobilise pour que nous passions effectivement à la deuxième phase. Donc, nous profitons, saisissons de cette opportunité pour informer déjà la population de la province du Congo central en général et en particulier de la zone de santé de Matadi qui est dans les jours à venir, nous pourrons commencer la deuxième phase de vaccination contre la Covid. Et les constats étaient comment pendant la première phase? Il y a été engouement? Les gens se sont présentés? De quel âge à quel âge? Oui, je pense que par rapport à la première phase, il faut se dire également que les résultats sont faibles. Donc, moins de personnes, ou autrement dit, beaucoup de personnes ne se sont pas fait vacciner contre la Covid. Pourquoi? Parce qu'il faudra avouer que la communication a failli lors de la première phase. Comment ça? Il y avait beaucoup de rumeurs, beaucoup de intox, ainsi de suite, ce qui fait que la population n'était pas vraiment préparée. Raison pour laquelle nous sommes très contents de vous, très fiers de vous, du fait que vous nous avez invités pour parler déjà de la Covid, de la vaccination contre la Covid, avant la deuxième phase proprement dite, pour que la population de la zone de santé de Matadi sache que dans les jours à venir, que cette population sera vaccinée contre la Covid. Et cette fois-ci, ça sera la deuxième phase. Et à la première phase, c'est-à-dire les réactifs sont toujours là, comment on appelle ça, les intrants. Les intrants, oui. Oui, les intrants, les vaccins, je pense que là, ça ne poserait pas les problèmes. Il suffit seulement que la province donne le go. Oui. Je pense qu'il ne s'agisse qu'à Matadi, ça ne demande pas des jours. Donc, à moins d'un jour, les vaccins et les autres intrants destinés à la vaccination contre Covid, tous ces intrants peuvent arriver à la province et nous pouvons effectivement commencer la deuxième phase. Puisque vous avez parlé de la campagne, il faut sensibiliser les gens. Il se pose jusque-là un problème. Ceux qui ont bâti campagne lors de la première phase, il y en a qui ne sont toujours pas payés. Et ça décourage. Et ça risque d'être encore pire lors de la deuxième phase. Pourquoi ne sont-ils toujours pas payés? Ok, merci. Je pense que vous avez effectivement raison. Il faut se dire également que ça, je pense, c'est un des préalables que nous avons posé, que même la province a posé, pour dire que tous les médecins chefs de zone ainsi que la province parlent le même langage. Je pense qu'il y a de cela une semaine passée, nous étions en réunion avec les cadres du niveau national qui étaient venus échanger avec nous sur la vaccination contre la Covid dans sa deuxième phase. Et je pense que nous étions clairs envers eux. Un des préalables était, il faut d'abord, parce que nous étions clairs, nous leur avons dit clairement qu'on ne peut pas commencer la deuxième phase tant que les derniers acteurs dans la province n'est pas encore payé. Je pense une des conditions, un des préalables, c'est le paiement de tous ces acteurs. Et ils nous ont assuré qu'effectivement, les gens seront payés. Donc, une fois que la paye termine, je pense qu'on pourra commencer à lancer la deuxième phase. Mais qu'est-ce qui fait traîner les choses? Il n'y a pas l'argent? Est-ce que mauvaise foi, une mauvaise planification ou quoi? Bon, je pense qu'ici, je dirais que la mauvaise foi, je ne sais pas, mais peut-être
on peut dire tout également, il pourrait s'agir d'une mauvaise, pas d'une mauvaise planification, mais il faut se dire également que les bailleurs, les gens qui nous donnent de l'argent pour ces activités, exigent maintenant que les paiements se fassent par mobile money. Oui. Soit M-Pesa, soit Orange Money ou RTL Money. Maintenant, il faut se dire également que nous ne sommes pas préparés à ça. Oui. Donc, les gens ne sont pas préparés à ça. Et conséquence, quand vous faites une activité, au lieu qu'immédiatement, ou à la fin de cette activité, immédiatement qu'on vous paye, même si c'est par mobile money, c'est ce qui n'est pas le cas. Vous-même, vous êtes témoin. La campagne contre la Covid, dans sa première phase, a eu lieu depuis fin avril, oui. Mais nous tendons déjà vers septembre, nous sommes déjà au mois de septembre. Et jusque-là, les prestataires n'ont toujours pas été payés. Maintenant, je pense que le paiement s'est fait et le paiement est en cours. Parce que je viens de lire dans les groupes de PEV là, Congo central, j'ai vu certaines zones de santé qui ont affirmé qu'ils commencent déjà à recevoir les fonds. Et qui envoie l'argent, c'est à partir de Kinshasa? Bon, l'argent, c'est à partir de Kinshasa, à partir de CHF, c'est l'île d'appui de gestion financière, qui est au niveau du ministère ou secrétaire général. Vous, la zone de santé, rien ne passe plus par vous? Non, rien ne passe par nous. Donc, c'est Kinshasa qui devrait envoyer l'argent. Maintenant, les grands inconvénients dans tout ça, jamais on a mené une activité, aussitôt l'activité finie, et qu'on paye les gens. Oui. Ça, je pense que ce sont des choses sur lesquelles on doit réfléchir. Ça crée des frustrations, ça crée des frustrations, des découragements des acteurs. Donc, c'est vraiment inséré. Mais dans tout ça, quelle est l'apport, je vais dire, du gouvernement provincial? Parce qu'il s'agit tout de même de la province du Congo central. C'est vrai, il y a des partenaires, mais à la base, qu'est-ce que vous donnez? Bon, je pense qu'il faut dire que tout est planifié en avance. Ce sont des activités qui se trouvent dans nos plans d'action opérationnels. Dans les plans d'action opérationnels des zones de santé, mais aussi dans les plans d'action opérationnels de la province, de la division provinciale de la santé, où il est déjà planifié que telle activité va se réaliser. Oui, oui. Et comme partenaire, comme source de financement, c'est tel partenaire. Je pense ici, il s'agit des activités qui sont planifiées et qu'au départ, les partenaires ont déjà souscrit, c'est tel partenaire qui va prendre telle activité, c'est tel partenaire qui va financer telle activité. Mais nous disons également que le gouvernement provincial contribue beaucoup au secteur santé de la province du Congo central. Et je pense que ce n'est pas encore le moment d'évaluer notre gouvernement provincial, parce qu'il est encore au début. Et pour fixer un peu les esprits, parce que nous parlons du coronavirus aujourd'hui, il y en a qui se disent, mais qu'est-ce qu'ils veulent encore inventer ces gens-là? Est-ce que c'est toujours une réalité, cette maladie? Oui. Vous comptez encore les cas? Oui. Donc je vous dis que la maladie, c'est une réalité qui existe. Donc ici, je pense que la population même a compris, et elle doit comprendre que c'est une maladie qui existe, et la seule arme efficace reste la vaccination. Sans vaccination, je pense que, parce qu'on peut également être vacciné, mais lorsqu'on atteint cette maladie, ça veut dire que du fait que vous jouissez déjà l'immunité, du fait que vous avez été vacciné, ça veut dire que vous procurez encore d'une certaine immunité. Oui, oui. Ce qui fait que même si vous faites la maladie, vous allez la faire dans la forme bénigne ou légère. Contrairement à celui qui n'a jamais été vacciné. Et lorsqu'il attrape la maladie, je pense que la maladie peut se présenter sous diverses formes. Oui. Ça peut se présenter sous la forme bénigne, sous la forme modérée, ou tout comme sous la forme sévère. Et lorsqu'elle est dans sa forme sévère, je pense qu'on finit beaucoup plus dans des structures de référence, beaucoup plus à l'hôpital provincial de référence de Kinkanda ou dans des structures de référence. C'est là où on aura besoin de l'oxygénothérapie. Vous connaissez bien que dans cette province, beaucoup sont morts par manque parce que la maladie était sous sa forme grave et parfois la prise en charge était en retard. Donc l'intérêt de la population de se faire vacciner lors de la deuxième phase. Beaucoup sont morts, certes, mais la vaccination fait tout de même toujours sujet vraiment controversé. Même par vos propres collègues médecins, il y a des médecins qui nous disent « bon mécaté ». Bon mécaté, un tel, il est même décédé. Un tel, parfois c'est sorti de la bouche de certains médecins. Comment vous qualifiez cela? Parce que d'abord, il se pose un débat, quel genre de vaccin souscrire, tout ça. Vous avez résolu ces problèmes?
Oui, je pense qu'il a été démontré que le personnel de la santé constitue un frein en rapport avec la vaccination. Je veux dire connaissance des causes. Il y a des médecins, des infirmiers qui nous disent non, il ne faut pas oser, il ne faut pas oser. Je pense que c'était beaucoup plus lors de la première phase. Je vous ai dit au départ de l'émission, au début de l'émission, qu'il s'est posé déjà un problème de la communication par rapport à la vaccination contre la Covid et par rapport à la maladie elle-même. Mais je pense que beaucoup de médecins ont compris que la maladie existe effectivement et je suis sûr et certain que ce n'est plus le même langage qu'ils tiennent aujourd'hui. Donc je peux dire que la maladie existe bel et bien et ça a été démontré. Nous avons des données sur la maladie et nous avons intérêt à nous faire vacciner. Vous revenez un peu trop sur la communication qui a failli. Quel genre de communication avez-vous mis en place? Parce que là, c'est un problème. Vous avez des relais communautaires, vous avez des journalistes partenaires, des chaînes partenaires, et ça n'a pas tenu. Pourquoi? Les contenus du message n'étaient pas consistants, n'étaient pas appropriés ou quoi? Non, je pense que les responsabilités sont partagées à tous les niveaux. Nous, les prestataires de santé, vous, les médias, nous avons suivi certains médias, même de la place ici, qui donnaient des informations contraires par rapport à la maladie. Qui doutaient même pas chez nous ici, de l'existence de la maladie. Ici, chez nous, ça ne passe pas. La RTNC, je pense que nous étions parmi ces lignes de chaîne qui nous a resté à tout moment. Je pense que nous avons ouvert et animé avec vous des émissions de sensibilisation sur la Covid pendant presque un mois. Pendant donc, je pense que ce n'est pas la RTNC, mais nous avons assisté ici, dans certaines chaînes qui niaient même l'existence de la maladie. Et je pense que tout ça, ce sont des facteurs qui ont fait que parfois la population ne s'approprie pas de la lutte. Donc, raison pour laquelle nous avons voulu déjà, avant même cette deuxième phase, que nous parlions déjà, nous sensibilisons à notre population pour qu'elle sache que la maladie existait et qu'elle se prépare déjà à la vaccination dans sa deuxième phase. Voilà, faisons une petite parenthèse en parlant d'un petit sujet concernant ce que vous avez créé comme regroupement des médecins des chefs des zones de santé du Congo central. Nous avons reçu dernièrement le docteur Ango, qui était là où vous êtes, qui nous a un peu parlé de votre association, qui n'est ni un syndicat, ni un groupe de pression. Mais c'est quoi, au fait? Bon, je pense que les regroupements des médecins chefs de zone de santé du Congo central, je pense que c'est un regroupement qui a été créé à Kola, dans la zone de santé de Bokokuvulu, depuis l'année passée. Je pense que l'idée était, c'est beaucoup plus la solidarité, mais pas également un syndicat, mais qui peut également défendre un des médecins chefs de zone lorsqu'il a un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un médecin chef de zone est menacé illégalement dans l'exercice de ses fonctions, nous avons les pouvoirs d'aller voir les autorités de la province pour leur expliquer, voici les vrais problèmes. Voici ce qui se passe dans cette zone de santé. Vous estimez que les syndicats ne le font pas mieux ou bien comment? Non, je pense que ce n'est pas vraiment les syndicats. Les syndicats vont jusqu'à défendre. Mais nous allons auprès de l'autorité pour lui donner la vraie information. Vous savez, un médecin chef de zone peut parfois être suspendu ou on donne un rapport à l'autorité, au chef de division provinciale de la santé, un rapport selon lequel on démontre les failles des médecins chefs de zone qui peuvent ou ne pas être vraies. Mais nous, en tant qu'organisation, nous pouvons également aller voir toutes ces autorités compétentes, en commençant par les chefs de division provinciale de la santé, les médecins inspecteurs provinciaux, les secrétaires généraux, les conseillers généraux de la santé, pourquoi pas les gouverneurs, pour lui expliquer, voici les problèmes. Vous êtes buté à quel genre de problème souvent? Bon, beaucoup des accusations, Oui, tout ça sont des problèmes. Mais il faut que les problèmes arrivent au bureau du RMKC. Lorsque le bureau est saisi du problème, je pense que ce n'est pas tout le monde qui peut les faire en divagation, mais les problèmes arrivent au niveau du bureau, les bureaux examinent, et les bureaux peuvent dire également que non, nous pouvons aller voir, mais c'est le chef de division provinciale de la santé ou telle autorité pour lui expliquer les problèmes tels qu'il est. Donc je pense que c'est en fait des objectifs majeurs. Premièrement, c'est l'entraide, la solidarité. Et vous avez vu, lorsque nous avons enterré notre agent, même les regroupements, les zones de santé ont contribué à travers ces regroupements-là. Je pense que ce n'est pas un secret. Au nom de la solidarité. Au nom de la solidarité, j'ai reçu plus de, je pense si ma mémoire est encore bonne, 1 50 000 francs émanant de cette structure-là. C'est venu en appui. Donc lorsqu'il y a des cas de décès comme ça, donc
l'organisation... Parce que cette structure fait à la fois peur, hein, parce qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là? Ils se constituent un noyau, ils risquent de devenir plus forts que les syndicats qui existent déjà. La démarcation doit être tout de même claire. Oui, c'est différent avec les syndicats de médecins. Les syndicats de médecins s'occupent de tous les médecins, de la province du Congo central. Mais nous nous occupons que de ces 31 médecins chefs de zone de santé. Oui. Et j'ai eu la chance de prendre part à ce qui a été organisé au niveau de l'enceinte de l'hôpital général de Kinkanda, où ces différents médecins de différentes zones de santé, je veux dire, les chefs de zone de santé, ont présenté les structures auprès du ministre, du commissaire général de la santé, qui a tout de même acclamé l'initiative. Mais là, vous avez tout de même mentionné quelques problèmes. Notamment, il faut militer pour l'obtention des titres fonciers, il faut obtenir les frais de fonctionnement auprès de la province. Et chez vous, dans la zone de santé de Matadi, ce n'est plus un problème par rapport aux titres fonciers. Oui, je pense que, bon, effectivement, nous n'étions pas là. Nous étions en déplacement lorsque la délégation du RMKC a été reçue par le commissaire général à la santé de la province du Congo central, où nous avons vu les charges qu'on a pu à soumettre auprès de l'autorité, notamment les frais de fonctionnement. Je pense que ça reste très capital. Oui. Ça, ce n'est pas seulement pour la zone médicale, mais pour toutes les zones de santé. Vous êtes sans moyens. On est sans moyens, nous travaillons sans frais de fonctionnement. C'est comme ça que nous avons eu cette idée que nous avons soumise, proposée à notre bureau pour qu'on voit comment nous pouvons rencontrer l'autorité provinciale pour lui expliquer les problèmes. Je pense qu'on est médecin, l'autorité également médecin. Si on est en face comme ça et qu'on lui explique clairement les problèmes, je pense qu'il pourra mettre la main dans la pâte. Mais nous disons également, ça sera une première expérience pays qu'on pourra vendre. Vous savez, avec cette organisation de regroupement des médecins chefs de zone, jusqu'à présent, dans ces 26 provinces, nous sommes l'unique province du pays où les médecins chefs de zone s'organisent. Lorsqu'il y a un problème, on ne peut pas aller en pêle-mêle en divagation, on doit passer par les bureaux et les bureaux doivent se... Est-ce que vous regardez des bons œils par d'autres médecins? C'est ça le problème, hein? Oui. Est-ce que les autres acceptent cette initiative? Oui, parce que... Ceux qui ne sont pas médecins chefs de zone de santé. Oui, parce que nous jouons le pont entre ces structures-là et les chefs de division et la division provinciale de la santé. C'est nous, en fait, qui gérons directement ces structures-là. Oui. C'est nous qui connaissons mieux les problèmes de ces structures-là. Et nous sommes vraiment... c'est nous qui pouvons amener tous ces problèmes-là au niveau de l'autorité... Pour vous, Kinkanda est sécurisé, mais vous n'êtes plus, ça ne vous concerne plus l'hôpital général de Kinkanda, mais la maternité provinciale, ex-maternité provinciale ici clinique, pour certains gens, semble-t-il, à un certain moment, a été amputée d'une partie de sa terre, tout ça. Est-ce que vous comptez récupérer cela? Oui, je pense que, comme je l'avais dit dans une de vos émissions, par rapport à ça, c'est également ce qui a été exprimé également par les médecins, pour qu'on voit comment on peut sécuriser les titres fonciers de nos structures étatiques. Je pense que nous avons déjà résolu les problèmes. Nous avons déjà résolu les problèmes et il faut se dire également que le gouvernement provincial ne doit pas seulement s'occuper des médecins, oui, mais il doit s'occuper de toutes les catégories, de toutes les couches de la population. C'est comme ça que, par rapport à nous, la zone de santé de Matadi, les problèmes de l'obtention des titres fonciers a été déjà résolu. Donc, je peux, même y compris même l'hôpital provincial, oui, oui, en son temps, pendant qu'on gérait encore administrativement cet hôpital, je pense sous mon initiative, nous avons pu obtenir les titres fonciers de toutes les structures étatiques de la ville, de la zone de santé de Matadi, y compris même de la division provinciale de la santé, oui, y compris même de la DPS qui se trouve dans l'enceinte de la maternité provinciale. C'est comme ça que je voudrais également, par rapport au deuxième point qui a été soulevé par les collègues médecins-chefs de zone, au lieu d'attendre toujours que les gouvernements provinciaux viennent les faire, je pense que nous également, médecins-chefs de zone, on peut déjà amorcer, comme moi j'ai fait, on peut déjà amorcer les pas, commencer les processus, et là on pourra être arrêté. En ce moment-là, on peut demander les recours ou les secours des autorités. Selon votre expérience, ce n'est toujours pas facile, non? Oui, c'est pas vraiment facile. Oui. Mais moi, à l'époque, je pense que c'est le ministre Massaki qui était encore ministre provincial de la santé. À chaque fois où nous étions
butait à une difficulté, à un obstacle, on approchait son Excellence, Monsieur le Ministre, et on voyait ensemble comment on pouvait décanter la situation. Au lieu d'attendre que le gouvernement central, provincial amorce les processus pour les zones de santé. Donc je pense que là, nous devons réfléchir en tant que médecin-chef de zone, puisque ça a été également un des points soulevés par les médecins-chefs de zone. Je pense que nous devons réfléchir. Nous, à notre niveau, nous devons déjà commencer ces processus-là. Là, on sera habité, on peut solliciter les secours ou les recours de l'autorité. C'est comme ça que les choses iront mieux au lieu d'attendre toujours que les gouvernements provinciaux fassent tout ça à notre place. Voilà, merci. Vous avez compris que nous étions là dans une forme de parenthèse avec Dr Guette Makinou, qui n'est presque plus à présenter parce que c'est un habitué de la RTNC. Il est lui le médecin chef de zone de santé de la... le médecin chef de la zone de santé des Matadi. Il vient pour nous parler de cette deuxième phase de vaccination contre la maladie à coronavirus qui tarde encore. Il a donné ses raisons pourquoi ça tarde, mais nous voulons un peu comprendre, monsieur le docteur, les solutions. C'est vrai, vous avez dit qu'il y a des préalables. Il faudrait qu'on paye d'abord ce qui s'est passé, les acteurs, ceux qui ont presté lors de la première phase. Mais si on ne paye pas, qu'est-ce qui s'est passé? En tout temps, la population va mourir. Bon, je pense que... Ou sinon, vous faites foi à ces gens-là. Nous qui avons fait la santé publique, on dit toujours que la communication, c'est comme l'huile dans un moteur. Lorsqu'il n'y a pas de l'huile dans les moteurs, en tout cas, le moteur ne saura pas tourner. Je pense que c'est comme ça que la communication est très capitale dans tout ce que nous faisons. Moi, j'ai toujours dit, s'il n'y a pas d'argent, le mieux serait de dire clairement qu'il n'y a pas l'argent, mener l'activité. Là, les gens sont préparés autrement. Au lieu que vous avez déjà promis aux gens que vous aurez X sommes et arrivé, les fonds ne sont pas là. Tu sais parfois que nous avons été indexés à tout moment. Nous avons appris, oui. Oui, et même mon collègue de Nzanza, il a été traduit au parquet, en justice, avec la campagne moustiquaire. À un moment donné, on croyait qu'il avait bouffé l'argent. On l'avait bouffé l'argent, pendant qu'il n'a jamais pu obtenir même un franc. Tout ça, ce sont des conséquences. Et maintenant, si vous allez en parquet, des transports, tout ça, mais vous dépensez l'argent. Pendant que vous-même qui avez coordonné cette activité, parfois vous n'êtes pas encore payé. Je pense que là, on doit vraiment revoir ce système de paiement. Ce système de paiement, ça nous met mal à l'aise, ça frustre. Et parfois... Donc, là, vous fustigez le système, c'est-à-dire le fait qu'il opte pour les téléphones, vous estimez que ça alourdit les circuits? En fait, je suis tout à fait d'accord. Que nous utilisons les téléphones, parce que cela a été démontré également chez nous les Congolais, en commençant du niveau central là, du ministère de la Santé jusqu'à la base. Il semblerait, pas dans notre province, mais dans d'autres provinces, l'argent arrivait pour destinataires. Donc les prestataires qui mènent des activités, l'argent ne lui arrive pas. Comme ça passait par tous ces différents circuits-là, chacun à son niveau, prenait l'argent des prestataires. Raison pour laquelle certains partenaires ont dit non, ce sont les bénéficiaires qui doivent bénéficier et qui ont travaillé. Et au lieu que l'argent reste des gens qui sont dans des bureaux climatisés. C'était ça l'aîné du problème. C'est comme ça que tous ces partenaires-là se sont réunis. On dit niet, il faut que l'argent arrive par le mobile money, M-Pesa ou Orange Money ou Airtel Money. Ça, je suis tout à fait d'accord que ça va se rester. Mais le mal en est que depuis qu'on a commencé ce système, vous pouvez mener une activité aujourd'hui. Je vous dis, bon, ça c'est entre nous. Nous avons mené une activité dernièrement où j'ai joué une formation. Pratiquement c'est une semaine où on devait payer, mais jusqu'à présent, les fonds n'arrivent toujours pas. Donc, vous voyez les inconvénients. Donc ça veut dire que c'est un système qui n'est pas, que les gens n'ont pas bien préparé. Mais pourquoi les partenaires ont tout d'un coup changé de système? Ont-ils remarqué des failles ou comment? Mais oui, c'est ce que je vous dis. Les études ont montré que lorsqu'on mène une activité, c'est toutes les activités de masse, l'argent n'arrive pas. Maintenant, et c'est un autre problème qui arrive. Cette activité dans les paiements, ça cause également préjudice. C'est ça également le problème. Bon, quand nous disons ça, c'est pas dans la province du Congo central. Je parle à travers les pays où le constat a été fait. C'est on a dit pour contourner cet obstacle-là, mieux vaut commencer à payer les gens directement par leur téléphone. Mais ils devaient bien réfléchir. Nous avons fait la campagne de moustiquaires ici en 2020. Je vous dis, jusqu'à ce jour, il y a certains même qui n'ont pas encore été payés. Et c'est combien? C'est $35. Beaucoup plus dans la zone de santé de Inge et de Sekebanda. Jusqu'à ce jour, pendant plus d'une année, pour qu'on vous paye votre 35 $, il faut faire 12, 14, 16 mois. C'est ça normal. Mais me semble-t-il, ces histoires de vaccins, c'est une affaire de gros sous. Il y en a qui se retrouvent, qui s'achètent des maisons, des dupes, derrière des campagnes de vaccination.
et on a même accusé des gens pour, en ce qui concerne le coronavirus. Nous avons vu des ministres au niveau national être interpellés. Il y a eu des ramifications en province. Certains gouverneurs ont été cités. Est-ce que c'est vrai? C'est une affaire qui marche et que vous vous retrouvez? Bon, je dirais peut-être, bon, c'est ce que nous apprenons par la presse, mais beaucoup plus dans d'autres provinces, pas dans la province du Congo central. En tout cas, en matière de gestion, en tout cas, la province du Congo central reste une des provinces modèles du pays. En matière de à une époque, on avait dit qu'on avait envoyé 500 000 $ rien qu'au Congo central. Et on a tenu des réunions. En ce moment, les journalistes qui vous accompagnent ont voulu se révolter, se disant que leur part n'était pas réservée. Comment ça se passe? Bon, je pense que moi je suis au niveau opérationnel. Ah oui. Moi je suis au niveau opérationnel, mon pouvoir se limite au niveau de la zone de santé de Matadi. Ah oui. Là je pense que c'est tout ce que je peux dire. Comme je suis au niveau opérationnel, donc je ne sais pas ce qui se passe au sommet. Mais vous apprenez quand même comme nous. Dans la province du Congo central, pas encore. Mais dans d'autres provinces, j'ai dit oui, il se passe des choses. C'est pour ça que je vous ai dit que la province du Congo central reste une des provinces modèles en matière de gestion au niveau pays. Et grâce à quoi? Non, grâce à l'organisation qui règne au sein de cette province, une bonne collaboration entre la hiérarchie et nous, et également nous, les zones de santé, avec nos structures, avec la communauté. Je pense que ça, c'est quand même un des points forts de cette communauté. Vous avez dit que vous attendez l'argent. Dès que l'argent est là, on va commencer la deuxième phase. Mais entre-temps, vous vous préparez déjà en quoi? Oui, nous nous préparons déjà. Je pense que cette fois-ci, il y aura une spécificité par rapport à la première phase. Oui. Alors la première phase, nous avons préparé, nous avons 8 sites. Mais cette fois-ci, nous aurons 12 sites. Oui. Donc dans la zone de santé de Matadi a 12 aires de santé. Et dans la première phase, nous n'avons fonctionné qu'avec 8 aires de santé. Ça veut dire qu'il y a 4 autres aires de santé où les adultes n'ont pas organisé les activités. Mais cette fois-ci, toutes les aires de santé vont vacciner. Oui. Donc les sites seront mis dans toutes les 12 aires de santé. Au lieu de quitter, par exemple, dans un site comme vers une voie de l'eau d'ici, où il n'y a pas un site, venir jusqu'à Mvouzi se faire vacciner, mais cette fois-ci, nous allons nous organiser pour qu'il y ait quand même... Donc vous serez plus proche de la population? Plus proche de la population. Et à part ça, il y a également un autre partenaire, M-White, oui, qui va prendre également les équipes mobiles. Ça veut dire quoi? Nous aurons des équipes qui vont se déplacer, par exemple, beaucoup plus dans des entreprises, dans des carrefours, dans des lieux publics. Donc cette fois-ci, ce sont des nouvelles stratégies qui n'existaient pas ou qui n'ont pas existé lors de la première phase. Donc, on va travailler également avec des équipes mobiles pour nous rapprocher vraiment de la population. Parce que l'idéal serait qu'un grand nombre de la population se fasse vacciner contre cette maladie. Est-ce qu'il n'y a pas des effets secondaires dans tout ça? Parce qu'il y en a qui ont peur tout de même. Hein? Non, il faut se dire, je vais parler de la zone de santé de Matadi, où nous avons pu vacciner beaucoup à la première phase, mais nous n'avons pas connu des effets secondaires majeurs. Nous n'avons pas connu des effets secondaires majeurs. Les effets secondaires, ça veut dire des MAPI, on appelle des MAPI, manifestations adverses post-immunisation. Ça veut dire après avoir reçu des vaccins, vous pouvez faire une réaction. Et ces réactions peuvent être soit immédiates ou lointaines. En tout cas, des effets graves surviennent dans les 15 à 30 minutes après avoir été à bénéficier du vaccin. Oui. Or, qu'est-ce que nous faisons? Et c'est comme ça que les sites sont beaucoup plus mis dans des centres de santé. Une bonne prise en charge. Ça veut dire que lorsqu'il y a une réaction, vous êtes dans un centre de santé, on peut vous prendre en charge. Oui. Et même les kits de prise en charge, là, y est. Donc nous avons positionné dans ces centres de santé les kits de prise en charge. Mais qui seront vaccinés lors de la deuxième phase? Ce sont ceux-là qui se sont vaccinés à la première phase ou bien? Oui, en fait c'est toute la population. Cette fois c'est toute la population, mais à partir de 18 ans. Comme vous le savez, jusqu'à là, dans notre pays, la vaccination commence à partir de l'âge de 18 ans. C'est vrai, vous avez raison, la communication parfois, pas failli, mais est un peu lente. À l'époque, on avait tout un bulletin Covid, mais ça ne se fait plus. Est-ce que ça se fait dans votre groupe WhatsApp ou comment? À l'époque, chaque matin, même chez nous, on disait Congo central, 2 cas, 3 cas. Ça ne se fait plus, ça ne se dit plus. Relâchement ou quoi? Bon, il faut... Là encore, il faut des moyens? Non, je pense que la RTNC est une des chaînes quand même qui a
contribué quand même. On nous envoyait des informations, nous on n'invente pas. Non, mais il y a des émissions chaque jour qui se faisaient. En tout cas, au début, lorsque nous avons commencé, même à partir des premiers cas, chaque jour, moi je venais ici sur la RTNT. Et après, je pense 2 semaines, 3 semaines, les autres ont relayé. Oui. Donc je pense que nous allons continuer beaucoup plus sur la deuxième phase, surtout que la RTNT c'est une chaîne nationale. Donc avec votre concours, je pense qu'on peut vraiment sensibiliser la population. La sensibilisation de la population, ce n'est pas seulement les médecins chefs de zone, ce n'est pas seulement les chefs de division provinciale de la santé, mais toute personne qui a l'information peut également sensibiliser. Donc on peut sensibiliser à travers des médias, des bouches-oreilles, ainsi de la communication interpersonnelle. Voilà, je vous pose une question tout de même ouverte. Nous sommes pratiquement au mois d'août, au mois de septembre, nous tendons déjà vers la fin de l'année, mais nous ne sommes pas encore là. À ce stade-là, êtes-vous content de la gestion de votre zone de santé? Un petit bilan, êtes-vous content? Oui, je suis très content de la gestion de la zone de santé. Pourquoi suis-je content? Premièrement, j'ai toujours dit parce qu'il y a la fonctionnalité des organes des comités de gestion, des organes de gestion. Oui. Donc, chaque mois, nous sommes en réunion du conseil de gestion où nous faisons une évaluation comment les activités se sont déroulées. Et là, nous voyons un rapport avec les ressources humaines, les ressources matérielles et les ressources financières. Donc, en fait, la santé de la zone de santé est évaluée chaque mois au cours de nos réunions des conseils de gestion. Et là où ça ne marche pas, c'est l'occasion pour nous de recadrer les choses. Non seulement chaque mois, mais chaque mardi, nous nous réunissons à l'équipe cadre. Nous avons nos réunions de l'équipe cadre et nous séjournons, nous voyons comment qu'est-ce qui se passe ou ça ne se passe pas. Mais je peux me dire, à ce stade, les choses se passent mieux dans la zone de santé des Matadi. Sauf que c'est une zone de santé qui est bitée aux sérieux problèmes liés au fonctionnement. Donc, sans moyen de fonctionnement. Les frais de fonctionnement. Et là, vous plaidez auprès du gouverneur de province. Là, nous allons continuer à plaider auprès de son Excellence, monsieur le gouverneur de la province, pour qu'il voit dans quelle mesure... Qui déjà a pris en charge la prime de gratuité du côté des enseignants primaires, maternels. C'est déjà un grand pas. C'est déjà un grand pas. Donc, si monsieur le gouverneur peut également le faire du côté... Beaucoup plus les zones de santé. Oui. Nous avons que les 31 zones de santé. Ça sera une grande expérience qu'on peut vendre au niveau pays. Voilà. Vous avez vu, nous avons perdu un de nos agents. Il faut aller chercher des contributions des uns et des autres. Oui. C'est pas vraiment... Parfois c'est ridicule, mais on le fait quand même oui. Pour que l'agent soit enterré. Mais si vous avez quand même des petits fonds de fonctionnement, des fonds de fonctionnement, je pense que ça peut également épargner à beaucoup de choses. Voilà, docteur, on termine par là. Dites-nous un peu qu'est-ce que nous devons retenir, c'est que la population doit retenir par rapport à la deuxième phase de vaccination qui tarde encore. Cette population doit seulement croire que d'ici là, ça va commencer si seulement on verse l'argent. Oui. Je pense par rapport au processus de paiement des acteurs, le processus est en cours. J'ai vu dans les rapports aujourd'hui dans les groupes PEV là, où beaucoup de zones, les prestataires ont déjà touché. Donc je suis sûr et certain, dans plus ou moins 2 semaines, nous pouvons commencer la deuxième phase de la vaccination contre la COVID, là où le Covid, les décès disent. C'est comme ça ici, c'est une occasion pour demander à toute la population de la ville de Matadi, de la province du Congo central en général, et en particulier la zone de santé de Matadi, de se faire vacciner pour cette deuxième phase, parce qu'en se vaccinant, on jouit de l'immunité qui peut nous protéger contre cette maladie. Voilà, merci amis téléspectateurs. Vous avez compris que c'est ainsi que prend fin votre rendez-vous d'aujourd'hui, dossier du jour qui a reçu Dr Guette Makindou. Lui, il est le médecin chef des zones de santé de la santé de Matadi. Il est venu pour qu'on parle un peu de beaucoup de choses, principalement de cette campagne qui tarde encore, la deuxième phase de vaccination. Il a donné les raisons, point de question pour moi de répéter. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis, mais également un grand merci à notre invité d'aujourd'hui, Dr Guette Makindou, qui se pointe toujours présent lorsqu'il reçoit notre invitation. Dans l'espoir de vous recevoir dans nos prochaines émissions, nous vous disons merci. Mais également un grand merci à celui qui m'a réalisé. Lui, c'est Armand Bunda Menayam. On se retrouve demain pour un autre numéro de votre rendez-vous quasi quotidien. Au revoir. Mia tirabamba ikimba vita oiluombe minakwiza me encanta la vida